Theodor Herzl est de plus en plus persuadé de la justesse de sa cause. Il décide de publier son livre et il le publie dans plusieurs langues, des langues juives et des langues européennes. Et il a raison. Il a raison parce que c'est le genre de livre qui a tout de suite énormément de succès. Évidemment, on est contre ou on est pour, mais on n'est pas indifférent. Notamment, il reçoit, parce que le livre a été publié en yiddish, il reçoit des milliers de lettres de juifs malheureux, de juifs russes, de juifs polonais, qui lui disent combien ils mettent leur seul espoir en lui et combien son projet de retour à Tzion est un projet qu'ils ont à cœur depuis si longtemps. Il apprend par la même occasion, de manière cette fois-ci officielle, l'existence de ce qu'on appelle Chibat Tzion, de ce mouvement sioniste avant le sionisme, de ce mouvement qui est né justement dans la Russie et dans la Pologne de l'époque, après les pogroms de 1881, le mouvement duquel Herzl n'avait pas vraiment entendu parler, et qui avait déjà réussi à provoquer l'aliyah d'un certain nombre de jeunes, ce qu'on a appelé dans les bouquins d'histoire plus tard la première aliyah. Vous savez, ces gens-là, ces pionniers qui ont défriché la terre d'Israël et qui ont construit les premières colonies, au nom symbolique, Rishon le Tzion, le premier à Tzion, Rosh Pina, la pierre angulaire, etc., etc. Et Herzl donc apprend qu'ils existent déjà, ceux-là. La vérité, c'est pas les plus fervents d'Herzl, paradoxalement. C'est-à-dire qu'évidemment, il trouve la manière de s'exprimer d'Herzl à la fois révolutionnaire et à la fois inédite et en même temps très attirante. D'un autre côté, il se dit, ce type-là pense vraiment qu'il va réussir à convaincre les grandes puissances de l'époque d'accorder à ce peuple juif que personne n'écoute, la terre d'Israël, c'est absolument impossible. Pour eux, le vrai sionisme consiste à faire venir 10 juifs ici, 100 juifs là, 1000 juifs ici, acheter encore un petit terrain en Eretz Israël, comment ils disent là-bas, encore une chèvre, encore un dunam, et puis avec le temps, créer une présence juive importante, et après peut-être, aller savoir quand, mais peut-être qu'on y arrivera un jour à avoir cet État indépendant. Mais cette chimère qui consisterait à mettre tous les jetons sur le côté diplomatique et le côté politique, et dans l'espoir fou d'obtenir de la part des grandes puissances la reconnaissance d'être, pour le peuple juif, d'avoir un État souverain, c'est absolument impossible. Alors ils se joignent malgré tout à Herzl, mais ils se joignent avec beaucoup de scepticisme. On les appellera d'ailleurs les sionismes pratiques, par opposition au sionisme politique que Herzl compte développer. Donc il reçoit ces lettres de soutien, il reçoit également beaucoup de lettres d'injures, évidemment, et puis finalement, il décide de créer ce fameux congrès. Il dit que chaque petite cellule sioniste qui est créée quelque part peut envoyer un délégué. Il faut évidemment cotiser, ne serait-ce que symbolique, d'ailleurs la cotisation s'appelle le shekel. Le shekel en question change évidemment de valeur suivant le pays. En fait, c'est un franc quand on est en France, et puis c'est un mark quand on est en Allemagne, mais c'est ce qu'ils appellent le shekel. Chacun doit donner quelque chose, histoire de dire, voilà, je fais partie du mouvement, et à ce moment-là, on peut envoyer des délégués. Il a très peur, Herzl, de ce congrès et de ce que les gens vont en dire. Parce que Herzl comprend très bien, en homme de presse, qu'il est possible de critiquer, même de manière violente, l'idée des sionistes. Il est possible également, évidemment, d'y adhérer et de l'approuver. Mais le pire, ce serait d'être indifférent. Et le pire du pire, ça serait d'être moqueur. Il a très très peur que les gens se moquent de son idée. Et alors, d'abord il cherche un endroit qui soit un endroit central en Europe. Au début il pensait à Munich, parce qu'à Munich il y a une grande communauté juive, et puis en plus c'est au milieu de l'Europe. Ça serait donc plus pratique pour les représentants qui viendraient d'un petit peu partout. Sauf qu'une fois qu'il a obtenu l'accord du maire de Munich, le maire se rétracte en lui disant, mais vous savez, si je ne le fais pas, c'est parce que c'est les vôtres qui ont fait pression sur moi. Et oui, la communauté organisée de Munich a réussi à faire comprendre au maire de Munich que ça serait folie que de donner une possibilité à ce fou de pouvoir exposer ses idées dangereuses. Et ça crée de l'antisémitisme. Le maire de Munich n'a aucune raison de se mettre sur le dos de la communauté juive de Munich, et donc il lui dit, désolé, mais je reviens sur ma décision, c'est pas possible à Munich. Bon, finalement, il trouve à Bâle, en Suisse, il trouve la possibilité d'avoir une salle près du casino de Bâle, et c'est là qu'il a organisé son fameux premier congrès sioniste, c'est comme ça qu'on va finalement l'appeler. Et alors ils arrivent de partout. Ils arrivent d'Autriche, ils arrivent de Roumanie, ils arrivent de France, ils arrivent de pays où on savait évidemment que la communauté était existante, mais on ne pensait pas qu'elles avaient eu connaissance du livre de Herzl. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est un livre qui a fait le tour de toutes les communautés juives du monde. Et c'est très émouvant de voir ces juifs venus du monde entier participer pour la première fois à une réunion qui rassemblerait tous les juifs du monde. C'est en effet très émouvant, et pour éviter que ça soit ridicule, Herzl exige dans la carte d'invitation qu'il envoie à tout le monde, il exige de venir habillé en queue de pie et en chapeau haute forme. Parce qu'à l'époque, si tu as une queue de pie et un chapeau haute forme, alors tu es considéré comme quelque chose d'important. Et sinon, si tu es mal habillé, on peut tout se permettre, y compris de rire sur toi, ce qui est le cauchemar d'Herzl. Alors vous imaginez la tête de ce petit juif qui vit dans un petit shtetl comme ça en Pologne et qui reçoit un carton d'invitation où il y a écrit là-bas venir avec un chapeau haute forme et une queue de pie, c'est parce que c'est qu'une queue de pie, on n'en a jamais vu. Et le chapeau haute forme,
il n'en a certainement pas à la maison. Et alors qu'est-ce que fait Herzl? Regardez le sens du détail. Il demande à Nordau, qui vient donc avec lui quelques jours avant pour la préparation du congrès, il lui demande d'acheter des chapeaux pour faire en sorte que si quelqu'un rentrerait sans chapeau, bon, que depuis il n'a pas acheté, mais des chapeaux oui, si quelqu'un rentrerait sans chapeau, eh bien il lui donnerait un chapeau obligatoirement qu'il porterait sur son crâne avant de s'asseoir là-bas, histoire que les journalistes, qui sont évidemment conviés aussi à ce congrès, ne puissent pas rire de ces personnages venus, sortis tout droit de livres d'histoire populaire juive. Le congrès donc se tient. Quelques jours avant, c'était Shabbat, et Herzl était déjà sur place à Bâle, il arrive au Bet HaKnesset, et on lui demande de monter au Sefer Torah, chose qu'il n'a pas fait depuis très longtemps. Il a oublié les brachot, il ne sait plus quelles sont les bénédictions qu'il faut dire avant de monter au Sefer. Et donc il demande à quelqu'un de lui rappeler les mots, qu'il le répète, et puis ensuite de lui donner la signification. Et ça l'émeut énormément. Béni sois-tu qui nous a choisis parmi tous les peuples et qui nous a donné la Torah. Ça l'émeut énormément. Il arrive, il monte au Sefer Torah, il lit donc ces fameuses bénédictions, et il écrira ensuite dans son journal que ce moment d'émotion montant au Sefer Torah dans cette synagogue de Bâle a été pour lui plus émouvant que tout ce qui s'est passé au congrès sioniste après. C'est intéressant. C'est-à-dire que pour lui, il se sent de plus en plus investi d'une mission non pas seulement politique, stratégique, mais d'une mission historique, symbolique. Il se voit réellement, déjà maintenant, comme le représentant du peuple juif, même si celui-ci est loin de l'avoir mandaté. Le congrès s'ouvre, tous ces gens prennent leur place, les discours vont être traduits dans toutes les langues qui sont ici représentées. Un rabbin se lève pour faire la fameuse bénédiction qu'on en fait lors des grandes occasions, Shechianu, Vekiemanu, Vehigianu, Lazmanazé, béni sois-tu qui nous a fait vivre ce moment-là, qui est évidemment un moment de très grande émotion. Et Herzl, acclamé, fait son premier discours. Et il commence en disant « Le sionisme est avant tout un retour au judaïsme avant d'être un retour sur la terre de ses ancêtres. » Une phrase qui est étonnante dans la bouche de quelqu'un qui ne fréquente pas assidûment donc, les synagogues, mais sans doute que lorsqu'il veut parler du retour au judaïsme, il ne parle pas obligatoirement du retour à une pratique systématique des mitzvot, de la pratique juive traditionnelle et religieuse, mais il parle d'un retour à l'identité juive, d'un retour sur soi-même, d'abandonner cette idée d'assimilation qui non seulement signerait si elle se réaliserait la fin du judaïsme, mais également est complètement inutile et inefficace puisque les juifs assimilés ne sont pas plus à l'abri que les autres des antisémites et de leur combat. Et donc ça commence bien, ça commence comme ça va durer 3 jours. Il y a déjà un drapeau d'ailleurs, le fameux drapeau que nous connaissons aujourd'hui, qui est celui d'État d'Israël, existe déjà depuis l'époque. Herzl ne voulait pas ce drapeau-là, il voulait un autre drapeau qui était beaucoup moins juif finalement, un drapeau avec 7 petites étoiles qui forment un cercle. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs au drapeau d'Europe aujourd'hui, et on lui a bien fait comprendre que c'était pas assez juif. Et donc finalement, c'est celui que vous connaissez, c'est les 2 bandes bleues qui représentent le talit, et avec au milieu le fameux Magen David qui depuis des siècles et des siècles est devenu le symbole même du judaïsme. Et à part le drapeau, on chante déjà la tikva, vous savez, c'est incroyable parce que c'est des choses qui vont prendre encore des dizaines d'années finalement. Mais vous voyez que les racines sont déjà présentes dès le début. Et après ces 3 jours de discussion, on va adopter ce qu'on appelle le programme de Bâle, c'est-à-dire quels sont les buts du programme sioniste. Eh bien, Herzl écrira cette phrase qui est restée célèbre. « Aujourd'hui à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je le clamais de manière publique, tout le monde me rirait au nez. Mais dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde conviendra que c'est la réalité. » Parole prophétique puisque nous sommes en 1897 et 50 ans plus tard, 50 ans vraiment, en 1947, l'Organisation des Nations Unies vote à une majorité la création d'un État juif en Eretz Israël.